Christian de Pertuis, l'écologie, ça devient un enjeu très particulier, on dirait. Alors, moi, je crois qu'il faut clairement poser la question à l'amont. C'est-à-dire, là, ce que vous montrez, c'est des manifestations qui ne sont pas contrôlées par l'État. Ok, moi, je pense que la vraie question, c'est le processus de décision et la façon dont on intègre l'écologie dans la prise de décision. Et, comme je suis économiste, comment est-ce qu'on intègre l'écologie dans l'économie? Moi, ce que je pense, c'est que tous ces mouvements résultent du fait qu'il y a de moins en moins, je pense, dans ce gouvernement, mais c'était comme ça avant, hein, donc c'est pas propre à ce gouvernement, hein, madame. Je crois qu'on ne sait pas très bien comment intégrer vraiment l'écologie dans la politique aujourd'hui. Et donc, on fait un jour un petit pas en avant, le lendemain un petit pas en arrière. Il n'y a pas une vision claire du politique. C'est pour ça que vous avez quitté la présidence du comité pour la fiscalité écologique. C'est pour ça que j'ai quitté la présidence. Alors je précise quand même pour les téléspectateurs, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, que ma démission n'a rien à voir avec l'affaire du Tarn. Hein, ni avec l'écotaxe. Si, j'ai démissionné avant cette affaire et j'ai effectivement démissionné le lendemain de la décision de Madame Royal de renoncer sine die à l'écotaxe et d'indiquer le même jour qu'on allait faire payer les sociétés d'autoroutes et qu'on allait les rendre gratuites le dimanche pour les citoyens, ce qui me paraissait compliqué. Mais sur le fond de la question, moi je pense qu'aujourd'hui, le politique n'est absolument pas convaincu que l'écologie, si elle est correctement intégrée, peut être un formidable levier de renouveau de notre société et un formidable levier de renouveau de notre économie. Et là, je me distingue assez clairement de mes deux collègues en face, c'est que moi je pense que le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'on continue à opposer écologie, prise en compte du capital naturel et fonctionnement de l'économie, modernisme, et certaines formes de contestation écologique vont dans ce sens-là. Hein, puisque certaines formes radicales de l'écologie laissent penser que l'écologie, ce serait une sorte de retour en arrière. Moi, je pense que, fondamentalement, si on regarde aujourd'hui notre économie, de quoi elle a besoin? Elle a besoin d'investissement. Elle a besoin de nouveaux débouchés. Elle a besoin de nouvelles compétitivités dans une compétition internationale où tous les jours nous perdons des parts de marché. Et la vieille économie que nous avons construite, qui ne considère absolument pas le capital naturel comme un élément qui peut permettre d'accroître la prospérité et le bien-être, continue à fonctionner comme ça, on va continuer à s'enfoncer dans la crise. Donc moi j'appelle à un renouveau de la pensée politique et de la pensée économique qui intègre l'écologie dans le fonctionnement de l'économie, et ceci, ça nous permettra de retrouver des formidables opportunités d'investissement. Si on veut faire cette transition énergétique dont on parle mais qu'on ne fait pas, il faut énormément investir. Ça nous permettra de retrouver des nouveaux débouchés, car il y a énormément de nouvelles demandes qui sont liées au bien-être écologique de la part de nos citoyens. Et ça nous permettra de retrouver une compétitivité, car aujourd'hui, notre économie ne fait absolument pas les restructurations qu'elle devrait faire. Et on voit tous les jours des nouveaux compétiteurs de l'économie verte qui viennent d'où? Qui viennent d'Allemagne, certes, mais qui viennent aussi de Chine, qui viennent des États-Unis, et nous continuons à nous recroqueviller sur notre vieille industrie que nous voulons protéger. Et je pense que ce gouvernement est extrêmement ambigu par rapport à cet enjeu écologique. Mais la question que vous posez, c'est est-ce que finalement les différents gouvernements, pas seulement celui-ci, ont engagé des actions suffisantes au profit de l'écologie? Alors, est-ce que c'est suffisant? Non, mais est-ce qu'ils l'ont fait? Oui. Le gouvernement précédent, pas assez, mais il a commencé, mais il s'est arrêté au bout du chemin. Et ce gouvernement-là, deux choses. Qu'est-ce qu'on fait en réalité quand on veut améliorer et en gros diminuer les émissions de gaz à effet de serre? On va en parler tout à l'heure. Bon, juste deux remarques très simples. On essaie de diminuer notre consommation énergétique. Juste, commençons par là. La loi de transition énergétique dont a été adoptée en première lecture à l'Assemblée la semaine dernière. Cette loi-là, c'est exactement ce qu'elle fait sur un volet simple, le bâtiment.
Autrement dit, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on essaye de faire? On encourage par de l'argent public les travaux de rénovation énergétique des bâtiments de manière à ce que les individus et les entreprises dépensent moins d'argent parce que leur isolation n'est pas suffisamment bien faite et que du coup, la chaleur se répand dans L'intention est très l'atmosphère. généreuse. Mais donc, quels non, mais c'est moyens pas une mettez-vous intention. en œuvre pour le faire? Quelles très- incitations eh économiques? ben, Comment par allez-vous exemple, financer? le crédit d'impôt pour la transition Et comment allez-vous énergétique. financer ce crédit d'impôt? Le crédit d'impôt pour la Avec quel transition argent? énergétique qui permet... Non mais vous dites les gouvernements ne font rien, je vous dis voilà. Je vous dis- Sur la je n'ai pas transition dit les énergétique, gouvernements ne font il y rien. a cette action qui est faite. Je n'ai pas dit, Sur la permettez-moi. question, il Je n'y a n'ai pas que ça, dit il y a les éco-industries. Je n'ai pas dit que les Vous avez parlé de gouvernements ne l'industrie, font il y a rien. les éco-industries J'ai aussi. dit que ce gouvernement est profondément ambigu et qu'il n'ose pas aller au bout de la logique. Et moi, je vous dis, les actions je vous dis concrètes qui ont été prises la semaine Et je dernière... vous dis qu'il n'y a et qui sont aucune le action crédit concrète. pour la Et je vous dis transition qu'il... énergétique. Madame, je vous dis qu'il... Je vous réponds par des faits. Je vous réponds non, par les non. faits. Je vous dis que la loi sur la transition énergétique, ce projet qui n'est pas encore adopté par Non, le en gouvernement, première Mais lecture, dont la on, va, semaine dont passée. on va parler dans quelques ce instants. projet est une suite de déclarations bien pensantes, mais il n'y a absolument pas les instruments économiques et financiers qui permettent Non, mais d'atteindre ces intentions. Fabrice Flippo, qu'on n'a pas Oui. encore entendu. Oui, je voulais peut-être revenir, parce qu'il y a un glissement un petit peu dans le débat, et je voulais peut-être revenir un petit peu sur le sujet principal qui était, y a-t-il en gros radicalisation ou des choses comme ça. Bon, moi, ce qui me gêne un peu, c'est les mélanges et les amalgames. Ce qu'a dit Mathieu Brunel, en gros, c'est pas que nous vivons dans un État fasciste, il n'a jamais dit ça. Ce qu'il a dit, c'est qu'il y a des consignes du côté de la police pour être assez agressif vis-à-vis de manifestants qui, eux, ne le sont pas. Je pense que ça, c'est quand même une vraie question. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, les groupes qu'on a vus à la télé, on a l'impression, à regarder les images que vous avez passées, que ça y est, il y a des émeutes partout, et il y a une effet de loupe qui rend pas du tout compte de la situation. Je veux dire, il faut voir les énormes défilés pacifiques, hein, comme plusieurs personnes l'ont dit ici, qui ne cassent rien. Les groupes en question, moi je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste de ça, mais j'étais par hasard à Toulouse pour une intervention il y a 2 jours, et la version des gens qui étaient à Sivins, c'est pas que c'est des extrémistes, des anarchistes d'extrême gauche. Apparemment, ça serait plutôt des gens d'extrême droite. Donc faudrait peut-être aller voir de plus près ce que c'est. Moi, j'en sais rien encore une fois, mais je pense qu'on va un petit peu vite en besogne en disant que voilà, il y a des groupes qui sont identifiés. Il faut voir. Hein. Ensuite, y a-t-il radicalisation? Il y a un problème de décision publique, ça a été dit un certain nombre de fois. Quand les gens voient l'absurdité des décisions qui sont prises, l'aéroport qui peine à trouver sa justification depuis 40 ans, à un moment, bon, il faut s'opposer à ces décisions absurdes. Si elles sont absurdes, c'est parce que le processus de décision, effectivement, n'est pas satisfaisant. Donc, bon, ouvrons ces processus à la société civile, aux mouvements qui portent des analyses concrètes, construites pour des alternatives par rapport à ces projets-là. Corinne Lepage et je Philippe voudrais dire Renaud. 2 choses. Dans le lien de ce que vous venez de dire, je crois que la remise en cause d'un certain nombre de grands projets qualifiés de, entre guillemets, inutiles, vient aussi de ce que de moins en moins l'argent public est possible et que donc très naturellement les gens se disent si on n'a pas d'argent, il y a une nouvelle priorisation qui se fait. Et le peu d'argent qu'on a, c'est mieux de l'utiliser à faire ça qu'à faire quelque chose d'autre. Et donc, vous avez des projets qui pouvaient être admis il y a 7-8 ans et qui aujourd'hui apparaissent totalement déraisonnables au regard des moyens de la puissance publique. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, dans la ligne de ce que disait il y a un instant Christian de Pertuis et le débat qu'il avait avec vous. C'est vrai que dans la loi sur la transition énergétique, il y a des choses intéressantes. Mais fondamentalement, on n'a pas le sentiment qu'il y a une conviction que la seule manière de passer le cap de la transition, des transitions que nous avons à vivre, c'est de marier l'économie et l'écologie. Et que donc il y a un intérêt économique à intégrer l'écologie. Ça, on n'a pas du tout le sentiment que c'est quelque chose qui est compris et qui paraît absolument indispensable. Et ce qui est vrai, c'est que dans le monde, les pays qui sont en train de le comprendre, je commencerai par la Chine. Vous allez me dire, la Chine, ça pue, il y a du charbon partout, etc. C'est possible. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, la Chine construit beaucoup plus d'installations d'énergie renouvelable qu'elle ne construit de centrales à charbon. Les courbes se sont croisées en 2011. Donc maintenant, c'est totalement dans ce sens-là.
Pourquoi? Eh bien parce qu'en Chine, les problèmes sont devenus d'une telle importance que c'est la stabilité politique du régime lui-même qui est mise en cause. Et donc, j'en reviens à notre situation française, cela veut dire qu'arrivé à un certain niveau, vous avez une rencontre qui se fait entre des préoccupations sociétales et des choix politiques qui touchent à l'écologie et à précisément l'intégration complète de l'écologie dans le modèle économique. Alors, Philippe Reynaud, Mathieu Burnel. Oui, ce que je voudrais dire à propos de cette question, est-ce que c'est l'émergence de nouvelles radicalités ou est-ce qu'il y a une radicalisation générale? Moi, je dirais paradoxalement que l'ampleur des manifestations écologiques montre que la contestation est en fait de moins en moins révolutionnaire. C'est-à-dire de moins en moins sur les perspectives révolutionnaires classiques. Parce que, bon, même si l'autre jour vous aviez un invité prestigieux qui disait que tout le mal vient de la propriété privée des moyens de production, c'est difficile à croire que c'est le centre du problème sur ces questions. C'était Alain Badiou. Hein, oui, il est difficile de croire que c'est le centre du problème sur ces questions-là. Et je pense que, alors peut-être que l'écologie est porteuse de demande de transformation de la condition humaine considérable, mais ce n'est pas dans un modèle révolutionnaire classique. Alors parallèlement, on a effectivement une tentative les mouvements d'extrême gauche ont toujours phagocyté ce qu'il y avait dans la société réelle, si vous voulez. C'est-à-dire, sont toujours des mouvements qui ont essayé de récupérer autre chose. À un certain moment, le marxisme a été très, très technophile, ne croyait qu'aux forces productives, mais ce sont des mouvements qui parasitent les mouvements sociaux, donc ils parasitent le mouvement écologique comme ils parasiteraient autre chose aujourd'hui. Mais je crois que c'est une erreur de voir en soi là-dedans une montée d'une contestation révolutionnaire. Alors que par ailleurs, il y a une ambiance politique qui n'est pas très bonne en France, mais si cette ambiance politique passe par Enfin, je ne suis pas un spécialiste de l'écologie politique, mais il ne me semble pas que les bonnets rouges, ce soit particulièrement écologique. Non, mais ils ont été très contestataires contre l'écologie, en l'occurrence. C'est dans les deux sens. Non, mais ça veut dire, si vous voulez, qu'il y a des passions sur beaucoup de choses dans la société française qui va mal, mais je crois qu'on ne peut pas dire on peut pas dire, à mon avis, qu'il y a une cristallisation d'une dynamique révolutionnaire sur la question écologique. Ça, non, moi je me demandais, est-ce que l'écologie est en train de devenir un champ de bataille où s'affrontent tous les contestataires? Mathieu Burnel. Oui, encore une fois, c'est assez difficile de rebondir parce que la discussion part dans tous les sens. On a des considérations, on va dire, politiciennes sur les bienfaits ou les méfaits du Parti socialiste. Ensuite, des considérations sur l'état du mouvement révolutionnaire, dont apparemment ici on a des spécialistes. Moi, j'ai l'impression que, et juste pour mettre au clair certaines parce que là, on a entendu beaucoup, ah oui, c'est radicaux, oui, c'est les anarchistes. Après, bon, c'était pas les anarchistes, c'était l'extrême droite. J'ai l'impression que vraiment, vous habitez sur une autre planète, je suis désolé de vous le dire, et surtout, vous comprenez à peu près rien de ce qui se passe dans la jeunesse. Vous êtes là pour vous expliquer. Précisément, mais je vais le faire, vous inquiétez pas. En toute humilité. En toute humilité. Excusez-moi, vous êtes au Parti socialiste, l'humilité, vous n'êtes pas là pour me dire ça. Et en toute sympathie, d'ailleurs. Il n'est pas interdit d'être cordial. Vous me laissez terminer, non? Il y avoir de l'humour. C'est ça. Il y avoir un peu d'humour. Laissez-le terminer, Mathieu Burnel. Terminé. Pardon. Vos paroles ont été respectées, sa parole peut être respectée quand même. Non, j'ai l'impression que la situation est assez claire en France, mais comme à peu près partout dans les démocraties libérales. C'est que la sphère politique, la sphère de la politique classique, dont on a ici une belle brochette de représentants, est fondamentalement apocalyptique. Apocalyptique pourquoi? Parce qu'en fait, la seule chose qu'elle parvient à proposer, c'est de retenir le désastre, c'est de retenir la fin. L'apocalypse, c'est pas l'arrivée de la fin, c'est la retenue de la fin. C'est-à-dire, attendez, avec nous, on va essayer de limiter la crise. Attendez, avec nous, on va essayer de faire que tout ne s'effondre pas tout de suite. C'est-à-dire que la sphère de la politique classique ne croit plus en rien. Et c'est évidemment pour ça que plus personne ne croit en elle. Et il s'avère qu'il y a quelques endroits, de plus en plus nombreux, comme Notre-Dame-des-Landes, comme le Testé, où il y a des gens qui prennent acte de ça, qui ont pris acte du fait qu'il n'y avait plus rien à attendre de la politique classique. Que, évidemment, depuis 1972, le rapport du Club de Rome, on sait qu'il y a la crise écologique et on sait que les politiciens n'y ont jamais rien fait et n'y feront jamais rien. Et donc, il y a des gens qui essayent de prendre au sérieux, minimalement, et Rémi Fraisse en faisait partie, ils essayent de prendre au sérieux minimalement la question de leur existence, la question des conditions matérielles de leur existence. Et ces gens-là, ils se retrouvent
à la ZAD, ils se retrouvent au Testé, ils se retrouvent dans les émeutes dont vous avez montré les images en vous gargarisant du fait que ces gens étaient des sauvages, etc. Mais qui sont ces gens? Ces gens, c'est vos enfants, c'est vos neveux, ces gens-là, c'est nous, en fait. C'est notre génération. Notre génération, elle trouve plus de sens à s'affronter avec la police lorsque celle-ci nous envoie des bombes du gaz lacrymogène, nous tabasse, etc. Cette génération, elle trouve plus de sens à trouver des nouvelles formes politiques qu'à croire une seule seconde, un quart de seconde que Corinne Lepage ou que le PS ou que on ne sait quel réac vont nous sortir de là. Et il y a une expérimentation politique qui est entamée et qui commence. Et c'est ça qui se joue maintenant, et c'est ça que font les jeunes aujourd'hui. Et laissez-moi terminer, j'ai presque terminé. J'ai presque terminé. J'ai presque terminé. Que ça va vraiment changer la vie des gens et que ça va vraiment je vous laisserai faire votre monologue. Je ne fais pas de numéro, Moi, je voudrais juste terminer ce que j'ai à dire. Ça ne s'appelle pas un dialogue, monsieur, ça s'appelle un monologue quand on refuse d'échanger. Oui, moi j'ai quelque chose à dire et j'avoue que là, l'échange ici, j'ai rien à en dire. Vous parlez entre vous de choses dont le fond, tout le monde se fiche un petit peu. Non, je voudrais juste pouvoir terminer ce que j'ai. Laissez terminer Mathieu Burnel. Et donc, il suffit de voir un petit peu ce qui se passe dans le monde. Il y a en 2007, il y a un livre dont il était question là qui s'appelait L'insurrection qui vient. À ce moment-là, tout le monde rigolait. Ah, l'insurrection qui vient. Aujourd'hui, on peut dire, en repensant à ce titre, que l'insurrection est arrivée. On peut dire qu'il ne se passe pas 3 mois sans qu'un pays dans le monde ne voit sa jeunesse, et pas que les jeunes, dans la rue, mettre en échec la police et essayer d'abolir l'économie. C'est ça qui se passe, c'est ça le mouvement réel du monde aujourd'hui. Laissez-moi juste terminer, s'il vous plaît. Vraiment, après, si vous voulez, je m'en vais, je vous laisse parler entre vous, ça m'est égal, je voudrais juste terminer là-dessus. On voudrait échanger avec vous. Oui, mais laissez-moi terminer, on échange à partir de là. Et donc, la dernière, pas pour la lutte armée ou la violence, on veut discuter avec vous. De quoi vous parlez, lutte armée? Arrêtez de sortir des mots comme ça, c'est une bataille sémantique ridicule. Donc, là, ce qui s'est passé est assez clair. Ce n'est pas ce que je disais tout à l'heure, c'est pas qu'on est dans un état fasciste. Ce qui est clair et ce qui est posé par le gouvernement, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui prennent au sérieux la question de l'environnement, au sérieux la question politique, la police leur tire dessus. Face à ça, il y a 2 possibilités. Soit rentrer chez soi et abandonner, soit tenir en échec, tenir en respect la police. Et c'est la seule et unique chose qui soit à la hauteur de la mort d'un camarade. Et pour ça, il y a 2 manifestations demain, une à Toulouse et une à Nantes, qui sont des manifestations nationales. Et j'invite grandement tous les gens qui trouvent ça absolument insupportable que des gendarmes puissent tuer des jeunes, qui se battent pour leurs idées, à rejoindre ces manifestations-là et à tenir en respect la police par tous les moyens nécessaires. Ça veut dire Pascal quoi, tenir la Bruckner. police En respect, c'est pas assez clair, tenir en respect. Ça veut tenir dire à quoi, distance. envoyer des... Ça veut dire tenir à distance, par les moyens adéquats et nécessaires. Et ça veut dire quoi, des moyens adéquats? Vous savez très bien ce que ça veut dire. Non, je voudrais que vous me précisiez, je n'ai pas compris. Lorsque la je ne suis police... pas intelligente, vous me l'avez dit tout à l'heure, donc expliquez-moi. Vous avez au moins cette honnêteté-là. À l'évidence, la question de la violence n'est absolument pas posée par les jeunes, ni par les jeunes révolutionnaires, elle est posée par la police et la gendarmerie. Ceux qui définissent le niveau de la violence, c'est la police. Quiconque suggère que ce sont les manifestants qui instaurent le rapport, c'est un coup de philosophie politique absolument incroyable, où on arriverait à suggérer, ne serait-ce qu'un quart de seconde, que ce n'est pas le pouvoir d'État qui réprime le peuple, mais c'est le peuple qui réprimerait le pouvoir d'État. Arrêtez de rigoler 3 secondes. Alors Pascal Bruckner, s'il vous plaît, Corinne Lepage, parce que Pascal Bruckner voulait intervenir depuis un moment. Ce qui vient d'être dit est très intéressant. La jeunesse trouve son sens à affronter la police. Monsieur fait sa crise d'adolescence dans une société sans père. C'est ça. Les émeutiers adorent affronter les CRS. C'est une manière de retrouver une autorité à renverser. Et effectivement, comme l'a dit tout à l'heure Philippe Reynaud, c'est parce que la révolution ne viendra pas, parce qu'il n'y a aucun désastre à l'horizon, sauf dans votre tête, monsieur. Mais on en reparlera. On en reparlera. Moi, ça fait 40 ans que j'entends la fin du oui, évidemment, parce que vous avez été maoïste, vous avez été Sarkozy, non, vous avez jamais, tout et n'importe quoi. Jamais été vous maoïste. vivez juste dans une espèce de petite digression ridicule pour vendre des livres à des gens qui les lisent à la plage. Arrêtez de rigoler. Il y a des gens qui sont un petit peu sérieux dans cette époque. Il y a des gens dans cette société qui sont un petit peu sérieux et qui ne sont pas des grignoles de plateau télé avec des idiots qui viennent dire « Ah bah oui, mais quand même, avec des espèces de petites transgressions réac à 2 francs, c'est ridicule. » On est au moins deux. Il y a des gens qui prennent le monde au sérieux. Mathieu Burnel, vous vivez dans une bulle. Vous vivez dans votre utopie. Vous vivez dans une bulle. Mais vous vivez dans un plateau télé. Mais non, pas du jeu. Je ne vis pas qu'ici. Laissez-le terminer à son tour. Donc effectivement, comme il n'y a aucun espoir d'une révolution et que l'apocalypse tant désiré par quelques oiseaux dans leurs fermes isolées... C'est le gouvernement l'apocalypse, vous n'avez rien écouté à ce que j'ai dit. Laissez-le terminer, vous vouliez qu'on vous laisse terminer. L'apocalypse n'arrivera pas, donc les actions violentes vont se multiplier et l'écologie en est le lieu
Pourquoi? Parce que la planète est devenue le substitut de la classe ouvrière, des damnés de la Terre, du tiers-monde. Non, ça, c'est non. devenu vraiment la l'explication victime. à deux C'est au nom de la planète aujourd'hui, Là, on tombe dans l'excès inverse. au nom du martyr, qu'on s'insurge et qu'on décide de contester tel ou tel projet, lesquels d'ailleurs, on n'a pas encore dit, me paraissent moi pas du tout déraisonnables. Je ne comprends pas pourquoi on attaque le barrage du Tarn, qui a été voté à l'unanimité, pourquoi on attaque la ferme des 1000 vaches. À ce propos, je voudrais quand même citer un événement que j'ai lu dans Le Monde. Certains camions qui amenaient les bovins dans la ferme des 1000 vaches ont été arrêtés par les manifestants qui entonnaient le chant des partisans. Voilà, on en est en France aujourd'hui. On chante le chant des partisans, qui était donc le chant de la résistance contre les nazis, à propos des vaches. On est tombé sur la tête. Ce pays est un asile de fous. Ce pays est un asile de fous. Non, On mais- ne connaît plus le sens des mots. Je crois que, si vous voulez, ce qu'on vient d'entendre là est exactement le problème que nous avons. D'un côté, d'un côté des gens qui viennent vous dire que le seul moyen de défendre l'écologie, c'est de s'opposer à la police et avec tous les moyens utiles. Et de l'autre côté, Monsieur Bruckner qui vient de nous dire qu'il n'y a aucune crise écologique, que tout ça c'est Mais j'ai pas complètement dit faux. ça, j'ai pas Si, dit ça. vous avez dit que le Non, non. catastrophisme n'existait pas, si, le catastrophisme existe, existe, mais que les causes malheureusement, du ouais. catastrophisme n'existaient pas, alors que nous sommes probablement sur un risque pour l'humanité au niveau des questions climatiques. Et je ne parle pas des questions de biodiversité, je ne passe pas des questions sanitaires. Donc on est dans un déni d'une réalité qui nous éclate à la figure d'une certaine manière, et d'autre part avec des gens qui disent que la seule manière sérieuse de lutter contre cela, eh bien, c'est d'aller casser de la police. Ben, je suis désolée, c'est catastrophique, parce que comme ça, on est sûr de ne pas pouvoir s'en sortir. Oui, et ce qui est assez symptomatique, c'est que les propos de vous, monsieur, sont tout à fait significatifs de la disjonction entre le mouvement écologique et les mouvements violents. Pourquoi? La Parce que disjonction dans entre les votre... politiques professionnels et les gens normaux. Laissez-moi terminer. Votre discours n'était marqué que par la violence, la lutte, le tabassage de flics, pas un mot sur l'écologie. Vous n'avez pas prononcé un mot sur le projet de complètement. société. Mais pourquoi? Parce que vous n'avez aucun projet de société. Vous n'avez aucune ambition pour l'intérêt général. Vous n'avez aucune ambition pour l'écologie politique. Et donc vous êtes tout à fait symptomatique de ces petits groupes qui veulent en découdre, qui veulent se battre, qui veulent tabasser l'État et qui veulent... Parce que l'État, c'est nous, et qui veulent donc tabasser nos concitoyens. Donc, je ferme cette parenthèse pour venir sur un sujet que j'ai trouvé tout à fait pertinent, Madame Lepage, que vous avez évoqué, sur la question du mouvement démocratique et de l'écologie. Moi, je crois que ces manifestations auxquelles nous assistons, mais qui ne sont pas les premières, puisque dans les années 70, il y avait eu le mouvement du Larzac, et puis, depuis 30 ans, il y a, à chaque fois qu'il y a un projet qui menace l'environnement, des mobilisations citoyennes. Et moi, je crois que l'écologie est profondément liée au bon fonctionnement de la démocratie locale, participative et citoyenne. Et peut-être que là-dessus, nous devons faire de grands progrès dans la façon dont se prennent les décisions. Oui, bien Autrement dit que, alors, sur cette affaire-là du barrage, il y avait un rapport qui a été commandé par Ségolène Royal au commissariat avec un groupe d'experts. Mais peut-être que ça ne suffisait pas. Peut-être qu'il faut davantage associer la population, la société civile, pour co-construire. Et c'est la co-construction avec, pas que les experts, mais avec les citoyens, ceux qui sont concernés, ceux qui habitent à côté du barrage, qui permettra d'aboutir à un compromis. Parce que voyez-vous, monsieur, la politique, c'est un compromis. C'est un compromis entre intérêts contradictoires. C'est un compromis avec les experts. Et c'est comme ça que se forge une société démocratique. Oui, et oui, c'est c'est ce comme qu'on vous a ça appris, que nous je vais vous réussirons répondre. à construire la France de demain. Je vais Est-ce vous que, répondre. Philippe Reynaud, vous allez nous quitter, on va passer le nucléaire. Est-ce que vous voulez dire un dernier mot? Écoutez, moi, je crois qu'il y a... Bon, comment dirais-je, moi, je ne sais pas jusqu'à quel point on va vers le désastre écologique, mais il ne faudrait pas qu'on aille, en tout cas, vers un désastre démocratique. Et c'est ça qui me paraît un petit peu préoccupant. Alors, peut-être que Pascal Bruckner a raison, je n'en sais rien, mais après tout, cher Pascal, il y a des passions démocratiques aujourd'hui qui ne sont pas uniquement portées par des ozos, qui sont assez importantes. Il y a des gens qui sont relativement raisonnables et qui ont des soucis écologiques importants. Même pour les animaux dont vous parliez tout à l'heure, pour la ferme de 1000 vaches, votre ami Finkielkraut n'a pas du tout les mêmes sentiments que vous. Non, c'est vrai, Vous divergez là-dessus. Alors peut-être, disons que
qu'on peut obtenir une qualité de discussion un peu meilleure que dans l'affrontement entre les technophiles et les technophobes. Enfin, tout ça me paraît un peu stérile, enfin, à la longue. Mais... Merci Philippe. Je vais vous redonner la parole, mais on va faire avancer le débat et passer notamment au nucléaire. La ministre de l'écologie, Ségolène Royal, vient de faire voter la première partie, le premier volet de sa loi de transition énergétique, réduisant la part de nucléaire dans la production d'électricité en France